présenter 2 ou 3 minutes, pas plus, enfin, j'espère, la pièce de théâtre qui s'appelle Un temps pour elle. Et cette pièce, je l'ai écrite il y a très peu de temps, après le décès de Monique, l'épouse. Et j'avais commencé d'abord par écrire des lettres post-mortem, des lettres d'amour que j'avais, comme j'étais pas forcément à Cirey, que j'envoyais à une amie à Cirey qui déposait dans une bouteille vide, de préférence de champagne, et sur la tombe de Monique. Et elle m'a dit un jour au téléphone, il ne faut pas trop en écrire parce que je ne peux pas boire autant de bouteilles de champagne sans risquer d'être en état d'ivresse à côté de la tombe de Monique. Donc, après ça s'est ralenti, mais les lettres post-mortem étaient aussi parfois des lettres anté-mortem qui, en fait, évoquaient aussi, très peu, et un peu quand même, qui évoquait mon désir de rejoindre Monique dans sa tombe, et donc de mourir. Donc c'était anté-mortem et j'essayais de voir moi-même un peu ce que pouvait être la mort, pas seulement pour moi, mais en général, étant donné que mon métier a été d'être philosophe. Donc on réfléchit, en fait il y a 3 thèmes, hein, ou 4 peut-être. Le temps, la mort, l'amour, c'est quand même toute la philosophie. Et ça a créé un effet de dialogue imaginaire avec quelqu'un qui n'était plus là. Et ça, vous le savez aussi, parce que on vit toujours ça, à savoir que l'absence de quelqu'un, c'est ce qui le rend d'autant plus présent, vivant. C'est-à-dire la mort de quelqu'un rend sa présence paradoxalement encore peut-être plus vivante que quand elle était là. Et donc c'est ce rapport entre l'absence et la présence qui s'est joué dans ce dialogue imaginaire de l'être, ce dialogue épistolaire imaginaire. Et je conclurai simplement en disant que je pense, et je ne suis pas tout seul non plus, je pense que le deuil est une chose qui n'existe pas, qui est impossible. Enfin, elle existe forcément, mais c'est impossible. C'est-à-dire que vous savez, même dans les films anciens, il y avait souvent, même dans des westerns, j'ai vu ça, dans un ranch, par exemple, la dame qui, tous les soirs, sert l'assiette de son époux qui est mort et met son couvert, comme s'il continuait à exister. C'est peut-être une forme obsessionnelle, névrotique, si on veut, mais ça veut bien dire quand même que on est en quête
du deuil, on essaye de le faire son deuil, mais en fait on ne réussit jamais à faire vraiment le deuil. Voilà, le mort reste peut-être beaucoup plus vivant qu'on ne le croit. Alors la pièce, elle a été pas très longue heureusement, parce que c'est peut-être un peu trop long. La pièce, elle a été écrite donc en quelques mois, et c'est Didier Albisser qui a monté c'est pas seulement une mise en scène, c'est vraiment, à vrai dire, il m'a piqué ma pièce. Donc, si c'est pas bien, ça concerne les séculaires. Et donc, il joue, c'est une forme de monologue, et il a introduit, c'est lui qui a choisi, il a introduit deux personnages féminins qui font une sorte de chorégraphie, pas simplement la chorégraphie de danser, c'est aussi une chorégraphie de l'esprit. Et puis il y a une de mes petites filles et le mari de... Et c'est parce que j'ai oublié les prénoms. Non, c'est pas ça. Et donc il y a le mari d'une de mes cousines, non, c'est une nièce. Nièce, voilà, Isabelle. Et qui joue du saxophone, qui a composé une petite pièce de saxophone, et donc Pauline, ma petite fille, elle a composé une pièce de piano. Voilà. Donc c'est un montage, mais le montage, j'en suis absolument pas responsable. Donc ça ne me concerne pas. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais rester dans la salle. Voilà. Donc je remercie évidemment beaucoup toutes les personnes qui ont préparé cette mise en scène, et vous, ici présents, je vous remercie aussi.
La gare est sombre. C'est le commencement de la nuit. La gare est pleine de monde. Des femmes et des enfants sont couchés par terre sur des banquettes. Le train devrait arriver. La locomotive à vapeur est inscrite au programme de l'époque. La gare est finie. Il faut rentrer. Je suis derrière ma mère, serré contre ses fesses qui me tiennent chaud. J'ai fermé les yeux et je respire encore. Et là, je me souviens de ce moment où je n'ai plus eu envie de revenir vivre dans le monde. Ses fesses me fermaient les yeux et j'étais capturé par la douceur de l'air qui seul existait en prenant la forme de nuages lilliputiens. Ne plus revenir et pouvoir m'endormir en pensant que je ne reviendrai pas. Une autre image, une autre absence, celle que provoque la mort, se glisse derrière mes yeux, comme l'apparition de lointain se fait sentir à l'horizon, sans afficher le moindre signe, peut-être de simples ondulations, l'esquisse des ombres. Oui, il y a bien des lieux mémorables dans l'histoire d'une vie. Pourquoi cette tête de vache au bord de la rivière ravirait-elle tous les paysages? Grâce à la tendresse de ce regard? Tu m'as souri et tu m'as fait un signe d'adieu avant que la porte de l'ascenseur qui t'a mené au bloc opératoire ne se ferme. Toute la nuit, ton sourire m'est revenu comme une lueur d'espoir que je ne voulais plus perdre. Et quand tu t'es retrouvé dans la chambre de réanimation, bien des heures plus tard, j'ai cru le revoir, ton sourire, malgré les tuyaux qui te couvraient le visage. Sous l'effet des sédatifs, tu étais ailleurs, là où j'aurais tant souhaité te rejoindre. Tu ne dormais pas, non? Tu avais l'air de veiller ta propre mort alors que tu respirais encore. J'ai tenu ton poignet. Mes doigts ont glissé jusqu'au tien. J'ai cru que tu voulais me donner la main. J'ai murmuré quelques mots auprès de ton oreille et j'ai eu l'impression que la paupière de ton œil gauche s'était légèrement soulevée. Toute la nuit, je t'ai caressé en regardant le chiffre fatidique de ta tension artérielle sur un écran. Si celle-ci était remontée, tu aurais pu continuer à vivre. Nos fils, eux aussi, regardez cette mesure de la vie et de la mort avec cette angoisse de la fin que l'amour tente d'apaiser ou d'anéantir. Chaque fois, après un mince espoir, c'était la chute. Et la dernière nuit, il n'y eut plus de nouvel espoir. Je vais t'écrire. Ouais, je vais t'écrire. J'ai décidé de t'adresser des lettres comme tu le faisais lorsque tu étais jeune. Ce seront des lettres d'amour après la mort. Mais pourquoi écrire à un être aimé qui est mort? Et pourquoi donner à lire ce qui demeure si secret en toute adresse absente? Je ne cherche pas à faire mon deuil en reconstruisant le récit d'une vie. Le deuil est impossible
Si les souvenirs apaisent la mémoire, ils échouent à faire oublier le vide qui les fait revenir. Même la nostalgie triche avec le temps présent quand elle prend le moment actuel de sa manifestation pour l'arme du deuil. Le souvenir, contre le risque d'oubli, nous offre l'illusion de l'angoisse de la mort. Mais les souvenirs, on les garde dans des boîtes, tout comme on garde les photographies de la vie dans des boîtes à chaussures. Ce matin, je t'ai cherché, peu avant l'aurore. Tu n'étais pas là. J'ai entendu le son de ta voix. Tu n'es pas apparu pour autant. Ta voix n'était que l'écho de ton absence. Je me souviens de ce moment où j'ai fermé les paupières quand j'ai cru sentir ta présence. J'ai fait quelques pas au bord de l'eau. J'ai glissé sur une pierre et là je t'ai appelé. J'ai crié comme un fou perdu ton petit nom. 2 syllabes ont éclaté dans ma tête. Un silence brutal a interrompu mon cri. Un silence qui déchire et qui ravage même le bruit des souvenirs. Daniel se rend chaque jour au cimetière. Elle enlève les fleurs qui ont gelé et elle me donne de tes nouvelles au téléphone. Elle me dit que tu n'as pas froid. Quand le tumulus Lori aura été recouvert d'une pierre tombale, bien du temps aura passé. Elle m'a dit que le cimetière avait été remis en ordre par la municipalité. L'herbe ne pousse plus entre les touffes. Du gravillon blanchâtre a été répandu partout sur le sol. Les croix et les pierres, les têtes d'ange ont été nettoyées, polies, les murs d'enceinte blanchis et un jardin du souvenir, minuscule, a été érigé pour accueillir les urnes des corps incinérés. Daniel a emporté des bouteilles de champagne vides pour y glisser les lettres que je t'écris. Elle a fait un trou dans la terre au-dessus de ta tête, après d'une plante qu'elle ne connaissait pas, et puis elle a enfoncé la bouteille à moitié. Elle y a glissé les premières lettres. Je sais que tu vas les lire. À toi. Dois-je prendre la décision de continuer à vivre? Toi, quand tu t'es fait opérer du cœur à 17 ans, tu n'as pas pris une décision. Ton désir de vivre habitait ton corps, tes organes, ta tête. Un tel désir outrepassait le pouvoir de la volonté. Je dois avouer que je ne sais que faire de ce désir de vivre. Il m'apparaît parfois rendu si conventionnel que je m'en méfie de cette phrase « Il vaut mieux que tu tiennes le coup ». On trouve bien des raisons pour évaluer si de vivre vaut le coup. Mais le vide vertigineux de la mort de l'être aimé, qui vient brusquement envahir la vie, porte un doute mortel à toute croyance au vivant. Je ne suis pas désespéré, je me sens comblé d'affection, mais là, maintenant, pour moi, c'est un fait. Je ne peux plus continuer à vivre sans toi. Tiens, un poème. Je suis resté
resté étendu en sanglots, attendant la fin du jour, sans espoir de ton retour. Un autre jour, je me lèverai et j'irai te chercher au fond de toi-même où tu t'es retranché. Je voudrais te dire, mais tu le sais déjà pour l'avoir vécu, que j'ai pas connu avec toi le coup de foudre. J'ai mis du temps à t'aimer, en découvrant en toi ce qui m'était étranger, ce qui venait d'un autre monde et que tu rendais si poétique à mon regard. Tu te souviens, lorsque tu me donnais des vers que tu avais écrits pour chanter le paysage, et de ce pont en bois qui a été détruit, lieu de nos rencontres au bord de la rivière, c'est là, au-dessus de l'eau, que nous nous embrassions. Tu tremblais. Et je ne savais même pas nager. J'imaginais que nous allions tomber. Je préfère lire l'autre lettre. À toi. Je n'ai pas besoin d'imaginer ce que tu deviens. La décomposition n'en finit jamais. Je ne peux que reconstituer ton corps en oubliant ses reliques. Tirer ton corps de son cadavre en lui donnant une fière allure de la vie. Fière allure de la vie. Commencer par dégager tes yeux et ta bouche pour que je puisse approcher tes lèvres en aspirant l'air des entrailles de la terre. J'ai oublié de te dire, avant que tu ne fermes les yeux, que j'ai gardé ton corps en moi. Ces formes apaisent mes douleurs quand je pousse un cri dans le silence de la nuit. Ils se séparent lentement de moi, laissent naître ton visage au-dessus de ma tête. Je te souris. Il n'y a pas de décor ni de paysage. Tu es là, en train de sortir ton esquisse pour m'offrir la douce illusion que tu es revenu. Le lointain a disparu, la perspective est abolie, le point de fuite est au creux de la glèbe, abandonné à son destin tellurique. Je voudrais te dire que tu es restée aussi belle, malgré la terre qui te recouvre. Tant que je serai là, tu rendras mon regard plus vivant que jamais. Je ne verrai plus rien sans toi. Tu te souviens de l'automne 1966, quand nous sommes allés à la maternité? Tu allais accoucher de notre premier fils. Sa naissance était annoncée depuis une dizaine de jours, mais elle avait pris du retard. À cause de la fragilité de ton cœur, une certaine appréhension nous prenait l'un et l'autre, mais nous avions confiance. Mais le nourrisson avait quand même bien du mal à sortir de ton ventre. Tu portais un masque à oxygène, et moi je te tenais la main jusqu'au moment où j'ai été invité à sortir, sans doute pour ne pas être présent ou témoin, si tout se passerait mal. Mais le gros bébé de 4,320 kg au monde, sans problème, et je fus convié à revenir auprès de toi. Eh bien, tu vois, entre le moment où ton corps se déchirait de douleur et celui où ta joie a éclaté, je dois t'avouer que je n'ai pas cessé de trembler. Et je peux te dire qu'avant que tu n'entres au bloc opératoire l'autre jour, j'ai pensé à cette naissance difficile, comme si la vie
avait le pouvoir de mettre à mort la mort elle-même. La mort elle-même. Quand je pense que nos premières nuits d'amour se sont passées là-bas, à quelques mètres de ta tombe aujourd'hui. Nous avions 15 ans. J'ignorais ce qu'était un mort. Et je ne pense pas que nous nous regardions en écoutant le silence des morts. Peut-être le sentiment de l'éternité de l'amour est-il d'une union avec la mort. La nuit étoilée durait plus que les jours qui se succèdent. Et ton visage, en clair-obscur, triomphait des ombres. Chaque fois que je suis revenu au cimetière, j'ai retrouvé des points de vue d'où je pouvais apercevoir ta chambre d'adolescent. Quand je reviendrai sur ta tombe, peut-être te verrai-je à la fenêtre de ta chambre et tu me feras des signes avec tes mains. La pierre tombale est le commencement de l'oubli. Je garde l'apparence de mon immortalité à l'air libre. Ma mort est là, inachevée. Ouais. Ta sépulture peut être battue par le vent, recevoir l'eau de pluie, elle n'est encore qu'une empreinte dans la terre. J'attends ce jour où je reviendrai te voir. Tu sais, depuis mon lit, à Paris, je me mets à la fenêtre de ta chambre, derrière l'église, et je regarde les fleurs qui te recouvrent. Je me prépare à parcourir le chemin entre les tombes. Et j'ai peur. J'ai peur. J'aimerais que tu m'accueilles. Tu me montrerais ta dernière demeure et je m'étendrai à côté de toi, tout contre toi. Quand je m'apprête à t'écrire, j'ai l'impression de ne plus savoir ce que je fais dans le monde. Avant, je parvenais au moins à me donner l'illusion de le savoir. Et puis la nuit, chaque fois que je vais dans la salle de bain, la lumière éclaire cette statuette que tu as confectionnée à un moment où tu allais mal. À un moment où tu as cru que j'allais te quitter. C'est une femme, vêtue d'une robe ample. Elle a un air de paysanne et de sorcière. Sa tête est couverte d'un chapeau à large bord. Son visage, malheureux, demeure visible. Et son regard attristé me regarde. Elle est sous une cloche en verre, tel un objet de musée. Elle me rappelle ta présence, venue des ténèbres. J'ai parfois pressenti que tu étais tenté par la mort. Tu ne m'as jamais avoué que tu voulais la supprimer. Et j'ai toujours ignoré les perspectives morbides que je pouvais donner à tes angoisses. De toute façon, j'ai toujours cru que ni l'un ni l'autre, nous ne pouvions disparaître. Je ne réussirai pas à inventer ta présence pour apaiser mes angoisses. Et pourtant, un jour, si je demeure en vie, il faudra bien que je cède au pouvoir de l'image.
Tu pesais paraître sur l'écran blanc du plafond. Je n'ai pas le moindre désir de jouer avec la boîte à souvenirs. Ma mémoire n'est que celle du dernier recours. Tu reviendras toujours de toi-même au détour de mes appels. Je vais me lever. Ouais, il faut que je me force à vivre. À continuer de vivre. Au-delà des raisons que je me suis données pour le faire. Je vais aller dans le bureau. Je me mettrai à la fenêtre. Je verrai le jardin. Et là, je dois t'avouer ma faiblesse. J'aurais besoin d'une seule image. Une seule. Celle de ta danse du feu. Devrais-je dire que j'ai aimé une autre femme? Devrais-je avouer que j'ai osé imaginer un amour différent de celui que tu m'as donné? Jamais, jamais je ne t'aurais quitté, mais ni toi, ni l'autre femme, vous ne pouviez vous aimer. Vos mondes respectifs n'avaient aucune commune mesure, et j'étais bien le seul à trouver une belle connivence dans l'expression même de vos oppositions. Sans doute vas-tu me trouver hypocrite de te déclarer dans mes lettres post-mortelles une telle folie d'amour. Et si je te dis que, et l'une et l'autre, je vous aimais d'un amour qui n'était pas le même, j'aurais l'air d'un petit roi qui choisit ce qui plaît à sa souveraineté. J'espérais que cette femme, cette autre femme, finisse par t'aimer. Et je me leurrais. Vous souffriez l'une et l'autre. Je m'aveuglais. Mais pourtant, ni toi, ni l'autre femme n'avez décidé de m'abandonner. J'ai tant aimé en toi une sagesse naturelle de l'existence qui donne toute sa légèreté à la représentation du destin. Ce que je vais te dire maintenant doit être pris pour le plus haut degré de la perversité. Tu m'as aidé à construire, durant notre vie, une véritable esthétique de la pensée qui a éradiqué autant le ressentiment que la culpabilité. C'est en ce sens que tu as sauvé l'incongruité de mon innocence. Je suis resté un enfant. Mais jamais ton enfant. Ah, la terre se tasse, me dit Daniel au téléphone. Les fleurs du printemps poussent déjà autour des pots de plantes sépulcrales. Je reviens. Oui, j'ai décidé de tenter le retour dans la maison où tu continues de vivre. Il faut que j'affronte l'espace de ma solitude. J'ai surtout peur de revoir ce passage que le temps a forgé pour toujours dans ma mémoire entre cet instant où tu souris avant d'entrer au bloc opératoire et celui où tu es revenu, impavide,
jusqu'au moment ultime de ta mort. Et si l'instant s'était bloqué, si ton sourire était resté coincé dans l'ascenseur dont les portes ne se fermaient plus, tu serais encore là, je te regarderais, le temps s'arrêterait pour nous, nous offrant cette brèche dans la vie que tu garderais dans ton cœur. Ton cœur, meurtri par une bactérie. Tu es là, oui. Oui, tu es là. Assise dans ton fauteuil. Tu m'attends pour sortir. Tu es prête. Tu étais déjà. Tu savais, je le devine à présent, que c'était ta dernière promenade. Quand je remonte le temps à l'envers, jusqu'à l'instant où tu as fermé les yeux pour toujours, je réalise à quel point tu avais pressenti le cheminement de ta fin. Mais pourquoi n'ai-je rien voulu savoir? Comme si je refusais l'éventuelle brutalité du destin. J'ai tellement cru que tu continuerais à vivre, que je te vois vivre encore, puisque ta silhouette s'apprête à quitter ce fauteuil pour venir avec moi. Tu sais, j'ai vraiment l'impression de t'imiter, oui, de chercher à être toi quand je me prépare à sortir. J'ai toujours été frappé par notre ressemblance ratée. Par cette ressemblance qui trouve son harmonie dans un perpétuel porte-à-faux, comme deux perspectives qui ont le même point de fuite. Notre accord se réalisait dans les coulisses de l'âme, en secret, sans que nous soyons obligés d'en parler. Le matin, je sens la forme de ton corps étendue à côté de moi. Je n'ose approcher la main. Et dans l'obscurité, j'entends encore ton souffle. Je me concentre sur ton sourire. Je le désire tellement, ton sourire, qu'il m'apparaît là, oui, juste en face des yeux. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que nous avons l'air de deux chouettes fuyant le jour naissant. Je monte le grand escalier. Je me tiens à la rampe. J'ai l'impression d'être un Maccabée qui rejoint sa chambre. Je ne pourrais pas continuer à vivre comme un mort parmi les morts. Il y a la pénombre aussi. Quand la lumière du jour diminue. Quand la pénombre, enfin non, l'antichambre devient elle-même plus obscure. Cet instant où l'angoisse se rétracte, parce qu'elle semble s'étrangler elle-même pour produire l'effet d'un sangle étouffé. Je suis sur le palier. Une grande fenêtre donne sur le jardin aux couleurs du crépuscule. Il y a tout là-bas, au-delà du mur d'enceinte, le monde, représenté par la nature. Ce monde qui devient une idée abstraite. Je n'aurai plus de rapport avec la réalité. J'ai jamais vraiment su d'ailleurs ce qu'était la réalité, je dois vous l'avouer. J'ai jamais connu de côté de la réalité. Je ne vois que toi. La forme visible de ton visage anéantit le souvenir que m'en donne la photographie. Elle conquiert tout l'espace de ma vision interne et j'en deviens fou. Quand
Quand je me lève de mon fauteuil, je vais à ta rencontre. Je tends la main et ma main ne rencontre que le vide. Je dois quitter la maison. Je ne peux plus y faire un pas sans te voir. La maison gardera le secret de notre vie. Elle est immuable, même en ruine, et préservera des traces jusqu'à sa totale décomposition. Et je mourrai sans savoir si j'ai cru en l'âme. Mais peu m'importe de savoir si l'âme elle-même fut une illusion. Elle a besoin d'un visage, cette âme. L'âme, Un visage qui triomphe de la mort. l'âme, c'était nos regards. Encore ce temps qui passe. Ou qui ne passe pas. Mais pourquoi attendre du temps qu'il fasse bien les choses? Cette croyance en son pouvoir d'apaisement laisserait supposer que l'inscription dans les profondeurs de la mémoire nous donnerait la certitude d'une sérénité. Le temps a remplacé Dieu. L'invocation de son rôle se présente comme un rappel à l'ordre de la succession des choses de la vie. Ne les précipite pas, les choses. Elles suivent leur cours. La vitesse et la lenteur sont les mesures illusoires des rythmes du temps. Elles ont pour fonction de nous donner des impressions à l'instant présent. Mais le temps joue surtout les trompes la mort. Ses revers sont imparables. Souviens-toi, tu aimais citer Sénèque. Toute douleur a un terme et, quand la raison ne l'impose pas, le temps nous y conduit. Faut-il croire que dans le chagrin, la plus honteuse manière de guérir, c'est de guérir par lassitude? La mémoire ne serait alors qu'un éteignoir des passions? Non! 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 Je préfère la concevoir comme un champ de ruines, toujours secoué par les séismes du temps présent. Ouais, c'est curieux. J'ai plus envie de vivre. Et pour mieux mourir, je m'attache à aimer chaque instant de la vie. La mort se transmue dans ma tête en amour désespéré de ce que je suis en train de vivre. Et si le temps semble parfois prendre une consistance, je lui oppose des images de toi, en me persuadant que je ne suis plus dans le même monde. Bah, c'est vrai, quoi. Quand je regarde les gens, j'ai l'impression qu'ils ne se posent aucune question sur le simple fait d'être là. Ils ont raison, bien sûr. Mais pourquoi font-ils semblant d'ignorer qu'ils pourraient ne pas être là? Je suis en train de faire du Henri Pierre, je vous dis, j'ai l'impression d'écrire une chronique pour le journal. Non, je préfère t'écrire. Je vais t'écrire. Oui, je t'écris. À toi. J'ai encore pleuré. Je refuse de montrer que je maîtrise l'angoisse que provoque ton absence. Les larmes ont leur douceur. Elles trahissent tes manières de m'habiter le jour et la nuit. Je perds le sens du temps. Quand on me demande ce que je vais faire, je n'en sais rien. Je n'y pense plus. Je sais que j'ai rendez-vous avec toi
est que je voudrais pouvoir te dire quelque chose de la plus haute importance. Tu aimais mes réflexions du matin? Ah oui. Elles ne sont pas perdues. Mais je ne parviens pas à retrouver ton humour de la prescription. Je ferme les yeux et je revois ton visage au dernier moment, avant que tu ne te réveilles plus d'une sédation irréversible. Ton regard me fait pleurer en m'interdisant à tout jamais d'oublier. Souvent, je suis en colère contre moi-même. Si je ne pleure pas, j'ai l'impression d'accepter ta mort, de te traiter comme une morte. Si je suis parfois désespérée par ton absence, j'ai envie de disparaître immédiatement pour te rejoindre. Ta silhouette dans le lointain ravit les arbres. Elle avance en dansant pour me rejoindre. Je n'accepte pas ta mort. J'ai soulevé tes paupières. J'ai mis mes deux yeux en face des tiens. J'ai soutenu ton regard vide. Ce regard, toute la vie t'a abandonné. J'ai gravé mon sourire sur tes lèvres desséchées et je t'ai donné le désir de retour que tu as toujours préservé comme le secret de ton amour. La vision que j'ai de toi déborde ta grandeur nature. Mais ai-je une idée précise de ce que peut être une grandeur nature? Ton corps, en 3 dimensions, étire l'image qui a perdu son cadre pour envahir tout l'espace. Je suis happé par l'hallucination. Mes yeux sont entrés dans l'image. Je ne suis plus en posture de celui qui regarde. J'allume la lumière pour arrêter le vertige. Celui-ci dure encore quelques secondes, puis tu disparais. Tu n'es plus là du tout. Je te cherche dans les draps repliés. Je ne sens que du tissu. Je me relève et là, je me retrouve face à une étagère. Et sur le dernier étage, il y a cette statue étrange en terre cuite d'une femme sorcière en train de danser sur une map monde. Peut-être que tu cachais derrière elle, collé contre le mur, en attente de cette pénombre magique qui redonnera des formes à ton corps. Les apparitions ont besoin de la nuit. Ce sont elles qui donnent cet effet de contre-jour en naissant de l'obscurité. Bien réveillé, j'ai cru que tu étais là, sur le bord du lit, comme un hologramme, que ton corps, en 3 dimensions, ressemblait à un objet sous une cloche transparente. Je déteste les hologrammes. Je préfère les souvenirs, même s'ils n'ont que 2 dimensions. Il y a là ton bureau. Je ne m'y suis jamais installé depuis ton départ. Je vais y aller pour t'écrire cette lettre que je te déposerai moi-même avant mon départ. À toi. Je ne parviens pas à rendre ton corps aussi abstrait qu'une idée. Ces formes renaissent de sa disparition. Il me faut écarquiller les yeux pour me persuader qu'il n'est pas parti vers le lointain,
comment pourrais-je croire que ton corps est bien là, étendu sous des fleurs, rangées en ligne dans des pots? Non, je préfère les hallucinations de la nuit, quand tes cheveux effleurent mon front, mon visage, que tes lèvres approchent mon front et qu'elles disparaissent aussitôt en laissant une trace vide. Un mot de toi aurait suffi pour chasser le cauchemar de ton absence. Le silence n'est pas propice à la naissance de l'idée de toi. Tes seins refusent d'épouser l'abstraction d'une inspiration tenue pour éternelle. La mort ne viendra pas. Le mot ne viendra pas. Il ne s'inscrit même pas sur le mur du cimetière. Le mot ne reviendra que séparé de toi, porté par mon souvenir. Il me faut lancer un appel conjuratoire à l'illusion pour que tu deviennes une idée de la mémoire. Là-bas, ton sourire s'est figé pour toujours. La mort est le temps du destin sans fin. Tu sais, j'ai vu une dernière fois le mouvement de tes épaules, tel un jeu d'ombre qui évoque l'appel à l'amour au sortir des brumes de la rivière, quand l'aurore s'étire sans ces douleurs vives. Il y a toi. Il y a toi. Et tu auras été plus puissante. Et tu auras été plus puissante que l'état des choses. Tu sens que l'état des choses. Tu auras été plus puissante que l'état des choses. Tu sais, l'autre jour, j'ai oublié de te dire, mais au lac du Gard, dans la lumière crépusculaire, j'ai vu la mer. Ouais. J'ai vu la mer. Pieds nus, sur le sable. Je regarde la mer qui revient vers la côte. Je tente de ne voir que le mouvement, comme si la ligne d'horizon, semblable à un long mur, faisait retour. J'entends le bruit continu du ressac. Je ne peux retenir quelques larmes qui coulent jusqu'à ma barbe. Je porte en moi la mort, ses vagues et ses souffles. Jamais les lèvres ni les yeux ne seront des reliques. Leur puissance d'expression ne supporte que l'éternité de l'imagination. La mort est une ombre de la vie qui revient et se retire comme la mer. L'ombre portée d'un amour qui n'en finira jamais. Ce qui s'efface, tel un pas sur le sable, me distrait. Ma mémoire se fragmente en petits mots que d'autres mémoires agitent. Et quand je redresse la tête alors que je suis déjà voûté, aveuglé par le soleil, le vent, et ébloui, abruti aussi par l'abruti de la marée, je me dis que je n'ai même pas le pouvoir de décider d'en finir, pas plus que ma jeunesse. Ma vie m'appartient. Je n'ai pas perdu les gens que j'aime, pas perdu les visages que j'aime, les corps que j'aime. J'ai épousé la perte elle-même pour mieux la tremper. Il y a toujours cet attend, ce temps et instant impromptu au cours duquel le visible et l'invisible se font la cour. Mais l'œil ne semble pas apte à
capter leurs manœuvres de séduction. On peut raconter tout ce qu'on veut sur le retour des morts, et surtout sur la vie ailleurs, après la mort. L'aube est triste. Ta voix sous la terre murmure les traces de l'amour en tapant de ce que tu as été. Sur ton absence, qui n'en finit plus, il pleut. Le parfum de ton humidité se glisse sur mes lèvres asséchées. Tu reviendras me sourire au soleil, et je te dirai alors à l'oreille le secret de ta présence en ce monde que je quitterai un jour pour te rejoindre. Je ne peux continuer à vivre sans toi. Je déclare que tu es là, où que tu sois. Fermez les yeux. Nous nous reverrons une nuit. Ouais, moi pas. J'irai au cimetière. Je t'attendrai. Tu sortiras de ta tombe et nous parlerons dans l'obscurité. Il n'y a aucune raison pour que tu ne puisses pas revenir, au moins une fois, sur Terre. Ce sera plus tard, quand la Terre t'aura déjà oublié. Quand la Terre t'aura déjà oublié. À la ville de Saint-Dizier, enfin aux services qui nous ont accueillis. C'était vraiment pas trop prévu et ils nous ont dit ce qu'il fallait à notre disposition. Merci au public. Merci à Henri Piège. Il est là, il n'est pas pris. Merci Répio. Merci. Et puis, merci à vous.